Ami du Mag, bonjour, salut. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial que j'ai en duplex, vidéoconférence, vidéo call avec lui. Nous allons devoir discuter des sujets brûlants de l'actualité congolaise. Nous allons commencer par la victoire des léopards et puis nous allons toucher la constitution parce que un sujet particulier, lui, il est parmi les précurseurs ou les gens qui étaient à la matrice même de la conception du draft de la conférence de la constitution à la CNS. Conférence nationale souveraine, il y en a déjà qui savent de qui il s'agira. Il s'agit de celui dans le passé qu'on avait connu comme les jeunes tigres, arrivant autour de Tien Tshisekedi Wamulumba, qui n'est autre que Jacques Matanda Mamboyo, le patriote. Après, il donnera un point de vue sur le déploiement de la MONUSCO et les différentes, n'est-ce pas, activités qui sont passées dans la semaine. Bonjour, monsieur Jacques Matanda. Bonjour. Alors, les léopards sont qualifiés au Mexique. Hein. C'est très bien d'ailleurs, quand j'allais au Mexique, vous m'aviez souhaité bonne chance parce qu'on devait parler avec vous quand j'étais à New York. Vous m'aviez souhaité bonne chance et nous avons gagné. Alors, quelle est votre réaction à chaud à la victoire et la qualification des léopards après 52 ans? Parlons de la victoire de nos vaillants léopards, nos héros, du domaine du sport, du domaine du football, en l'occurrence les léopards de la République démocratique du Congo. Je dirais cela aura été un événement extraordinaire, exceptionnel. 52 ans après, parvenir à une telle réussite, c'est quelque chose de fabuleux. Et je pense que toi qui as l'occasion de les approcher, à l'occasion à l'un d'entre eux ou à deux ou trois d'entre eux, tu pourras leur dire discrètement que le combattant de la liberté, Jacques Matanda Mamboyo Kudiakubanza, leur a présenté ses très sincères félicitations et que l'histoire martyre de notre mère patrie République démocratique du Congo se rappellera encore longtemps de ce brio. Donc, voilà ce que je peux dire, je salue cela. Et je dis, j'espère, je souhaite, je voudrais être partie prenante parmi ceux qui vont devoir transformer, qui vont devoir ramener cette extraordinaire, cette tout à fait exceptionnelle victoire de nos frères footballeurs congolais tous, sans exception, que nous puissions ramener ça dans le vécu politique où nous connaissons une descente aux enfers depuis bientôt 66 ans, depuis le lendemain de l'accession, de la proclamation de l'indépendance nationale du Congo, parce que n'oublions pas que le concours à la mise en échec de l'indépendance nationale congolaise, tel que mise en œuvre par la Belgique, s'est fait 3 jours, le 4 janvier 1905, le 4 juillet 1960, avec le débarquement des troupes belges à Tisville, c'était la catastrophe. Donc, si au niveau politique, si au niveau économique, si au niveau culturel, nous pouvons prendre l'exemple de nos praticiens de sport, plus spécialement de football, pour essayer de redorer le blason terni de la mère patrie, ça serait encore quelque chose de fabuleux. En tout cas, très bien, Jacques Matanda. Parlons maintenant dans le deuxième sujet qui concerne les changements de la constitution en RDC. Actuellement, il y a un débat, c'est un débat public, il s'agit de débat public. Il y a des ceux qui sont proches du pouvoir parlent qu'ils ont des difficultés dans la gestion, compte tenu de la conflictualité, par exemple, dans la gestion des provinces, gouverneurs, députés provinciaux, et ces conflits-là, on a voulu que la constitution puisse être modifiée ou être changée carrément. Il y a les gens aussi, il y a aussi le fait que les Congolais
responsabilise directement les chefs de l'État, alors que le chef de l'État n'est pas responsable devant le Parlement. Il y a toutes ces interprétations-là. On pense qu'il faudrait changer ou carrément modifier la Constitution. Mais vous êtes particulièrement, vous avez une histoire particulière. Vous avez été parmi les gens qui ont conçu les drafts de la CNS. Conférence nationale souveraine qu'on a jeté dans la poubelle qui est dans les oubliettes de l'histoire. Pensez-vous que le moment est propice de le faire ou le moment est suspect, comme les scores le disent? Là, parlant du moment suspect, il parle d'un probable troisième mandat du chef de l'État. Comment est-ce que vous abordez la question à votre niveau? Je vous remercie pour votre question, une excellente question. Une excellente question. J'interviendrai dans ce débat concernant la Constitution en ma qualité, je dis plus spécialement en ma qualité d'ancien premier vice-président de la Commission des assassinats et violations des droits de l'homme à la Conférence nationale souveraine. Ok. Et à ce titre, j'émets la prétention d'être partie prenante. On a parlé du point de vue de l'opposition qui ne veut pas, on a parlé du pouvoir qui veut, et j'ai dit, il y a encore une voie. Il y a encore une voie, je ne veux pas l'appeler troisième voie, parce que le concept troisième voie, c'est un concept des traîtres, ceux qui ont trahi à la conférence nationale, qui pendant qu'ils négociaient, ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on concourait à cela. Donc, pas troisième voie, mais la voie du projet de société de la réconciliation nationale intercongolaise pour l'émergence d'un État de droit démocratique, porteur de paix à l'échelon national, de paix sociale, de paix civile, qui constitue le gage, qui constitue le préalable absolu à toute dynamique de réhabilitation de l'extraordinaire dynamique de production économique que l'État congolais a connue de 1954, après l'adoption de la résolution Cabot Lodge au Sénat américain, jusqu'au 30 juin 1960, quand, je disais, le 30 juin 1960, quand le niveau de vie des populations congolaises avait réussi de partir du niveau précolonial, le 4 janvier 1960, à un niveau où les conditions de vie des populations congolaises équivalaient à ceux des pays comme le Canada, qui aujourd'hui est parmi les 10 pays dont le niveau de vie est le plus élevé au monde, alors que le Congo se trouve, le dernier rapport de la Banque mondiale indiquait que le Congo, le niveau de vie au Congo, était le dernier de la planète, le dernier de la Terre, le dernier niveau de vie, conditions de vie des Congolais, c'était celui-là. Donc, j'ai dit, en 1960, nous sommes égaux aux Canadiens, et aujourd'hui, les Canadiens se maintiennent 10e, nous, on se maintient dernier. Alors, j'ai dit, les tenants du projet de société de la réconciliation nationale congolaise, qui considèrent que la mise à mort de Patrice Emery Lumumba avait été une des donnes qui a concouru à ce processus de descente aux enfers qui aujourd'hui nous amène où nous en sommes. Alors, à ce moment-là, nous nous posons la question de savoir quelle est la priorité aujourd'hui. Est-ce que la priorité, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, ou bien la priorité aujourd'hui, c'est les changements de la Constitution? Parce que, j'ai dit, le problème qui s'est posé le 30 juin 1960 et qui se pose sans cesse, et même quand les extrémistes génocidaires tutsi-rwandais sont venus au Congo et que moi j'ai échappé à la mort à Goma et qu'on a tué André Kisase
Ngandu à Goma, malheureusement, comme disait un ami, comment dire, le mensonge fait que aujourd'hui, on préfère ne pas parler de ce qui s'est passé à Goma, qui a pris le pouvoir au Congo, qui a élaboré la fameuse constitution. J'ai dit, moi, je peux faire un témoignage. Je vais faire un témoignage parce que je suis parmi ceux qui étaient dans le processus. Donc, je n'ai pas commencé avec les déclenchements de, comment dire, des hostilités à Goma qui a abouti au départ du président Mobutu, alors que nous, à la conférence nationale, nous avions dit qu'il fallait maintenir le président Mobutu, qu'il Oui. fallait maintenir les parties prenantes au pouvoir Mobutu pour qu'ensemble, nous puissions évoluer dans le cadre de la dynamique de la réconciliation nationale intercongolaise, garantir la paix, garantir la sécurité, ouvrir des meilleures perspectives pour le meilleur développement, le meilleur devenir, le meilleur avenir économique. Donc j'ai dit aujourd'hui, il y a des questions qu'il faut se poser. Mais comme aujourd'hui, il arrive que pour certains, la raison d'être, c'est que Kagame, la raison d'être, c'est que l'extrémiste génocidaire tout irlandais Paul Kagame puisse reprendre le contrôle du pays et puisse les parachuter à la tête de l'appareil de l'État. Donc c'est ça qui vient un peu embrouiller les choses. Moi, je dis, si j'ai un reproche à faire au président de la République, parce que j'ai un reproche à lui faire, c'est qu'il tarde trop à pouvoir mettre en œuvre le processus qui, envers et contre tous, et comme on dirait en latin, erga omnes, un processus qui puisse permettre d'évoluer vers le changement de la Constitution. Même s'il faut qu'il fasse un coup d'État. Comment un coup d'État constitutionnel? Non, pas, un coup d'État ne peut pas être constitutionnel. Un coup d'État civil, militaire, c'est pas. Un coup d'État. Ma question est inspirée par une question que Kwebe Kimpele avait posée, je pense, Marshal Mobutu à l'époque. Kwebe Kimpele, si j'ai bonne mémoire, il avait dit que c'était un coup d'État constitutionnel qui s'avait fait, je pense, le 24 avril, lors de cours de Comprenez mon émotion. Non. Ce qui s'est passé le 4 avril, je n'appellerai pas ça un coup d'État. Ce qui s'est passé le 4 avril nous a ouvert, nous a accordé l'opportunité d'évoluer vers la tenue de la conférence nationale souveraine. C'est-à-dire que le processus, la raison que je donnerai à Kwame Kipele, c'est de dire que le processus qui a abouti à l'instant de la conférence nationale était constitutionnel parce que c'était celui qui était le tenant de l'appareil de l'État dirigeant qu'il avait consacré. Il a consacré le processus et le coup d'État qui allait se faire à la conférence nationale souveraine a été mis en échec, notamment par l'Église catholique. Et continue d'ailleurs à l'être par l'Église catholique. Donc je dis aujourd'hui, mettons à profit, mettons à contribution les prérogatives que lui confère l'article 69 de la Constitution, permet au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire un coup d'État, c'est-à-dire déclencher un processus qui va ouvrir la voie au changement de la Constitution. Advienne que pourra. J'ai dit advienne que pourra. Et comme le président ne prend pas encore en compte cette option du coup d'État pour la mise en place d'une constitution, selon les voies dont nous disposons, j'ai dit c'est là où repose le vrai problème. Le président doit faire un coup d'État, c'est-à-dire la constitution de l'Afrique du Sud, la constitution des génocidaires, la constitution faite par ceux-là qui ont tué plus de 20 millions de Congolais. Il faut aller lire le témoignage de la communauté des victimes de Adolf Hitler, le témoignage fait par les rabbins de Grande-Bretagne. On est à plus de 20 millions de morts. Et ces gens qui nous ont amené les 20 millions de morts, avec leurs forces armées infiltrées et consorts,
ont amené avec ça une constitution qui était chargée de superviser, d'accompagner, de conduire les génocides congolais. Et en fait, quand on parle du changement de constitution, il s'agit d'abolir la constitution génocidaire, de l'Afrique du Sud. Alors, les gens qui sont proches du pouvoir, en l'occurrence, le vice-président de l'Assemblée nationale dit carrément que les dispositions pour sa modification sont dans la Constitution. Et l'opposition, bon, je parle de l'opposition d'hier, hein, Kabound qui était ancien CG de l'UDPS, ils disent pas question de la changer, ici on va nous tuer, on va nous abattre. Est-ce que les deux approches que prennent les deux camps vont-ils faciliter la tâche si nous arrivons à ce point-là? Je vais vous dire quelque chose. Kabound parle pour son propre compte ou alors pour le compte de sa famille. Okay. Ou alors, je préfère ne pas tenir en compte ce point de vue. Oui. On m'a dit qu'il était de l'UDPS. Quand je me suis trouvé au front dans la lutte, je n'ai jamais vu un individu qui s'appelait Kabound dans la lutte. À cette époque-là, il n'était pas là. À cette époque-là, c'est un gars qu'on a ramassé à Kamina, qu'on a amené à Kinshasa. Vous ne pouvez pas la rencontrer. C'est normal et compréhensible. Justement, j'ai dit, à cette époque-là, oui, dans cette lutte-là, où j'ai vu le fondateur, les fondateurs de l'UDPS, j'ai vu les membres de l'UDPS, eh bien, il n'y avait pas un certain Kabound. Il est venu à un moment donné, et je ne sais pas, quand je situe la lutte des jeunes de Massina, quand je situe la lutte des jeunes de Djili, quand je situe la lutte des jeunes de Matete, de Kalamou ou de Kassaboubou, comme commune, ou les jeunes de Kikwit, ou purement de Kikwit. Je n'ai jamais, ou même de Kananga, parce que je me suis arrêté quelques fois là-bas, ou à Lubumbashi. Oui. Je n'ai jamais vu un certain Kabound. Donc, s'il le dit, il a raison de le dire parce qu'il est parmi les 150 millions d'hommes, femmes et enfants congolais. Il peut émettre son point de vue. Et comme maintenant, les médias se sont ouverts à une dimension extraordinaire avec, avec les réseaux Internet, chacun peut parler, chacun peut se faire entendre, et comme il peut et comme il veut. Donc, je mettrai de côté cela. Mais quand vous parlez, par exemple, du président du premier vice-président de l'Assemblée nationale, parlant au sujet des gouverneurs et des membres de l'Assemblée nationale, je dirais que la destruction du Congo, la destruction de nos provinces, qui a amené à ce que nous puissions vivre aujourd'hui l'exode rural, c'est-à-dire que les gens partent des milieux ruraux pour les milieux urbains, parmi lesquels milieux urbains, nous avons la ville de Kinshasa, nous avons Lubumbashi, nous avons Kisangani, nous avons Mbandaka, nous avons Matadi, enfin, une longue liste. Oui. Je dis, en fait, c'est la mort, la destruction de l'appareil de production économique qui s'accompagne avec la destruction de l'environnement, du vécu quotidien des populations congolaises, et on s'est dit, allons à Kinshasa. Et aujourd'hui, par exemple, la destruction de Kinshasa n'a pas commencé aujourd'hui. Le processus de la destruction de Kinshasa est long. Et à la conférence nationale, j'ouvre une petite parenthèse rapidement, je vais la refaire. À la conférence nationale, parmi les 20 commissions qui avaient été mises en place, qui ont travaillé pendant 2 ans à d'abord critiquer l'environnement qui existait, qui ont passé le temps à concevoir, à discuter de la mise en place d'un environnement nouveau, rénovateur. Et vous parlez d'un certain Kabound, il ignore tout de tout cela. Et j'imagine même qu'il n'était pas, à la radio ou à la télévision, comme il se trouve des gens qui ont suivi ça à Goma ou à Bukavu ou à Bunia ou à Aketi ou à Isiro. Il peut en parler. Je n'ai jamais entendu, on m'a jamais parlé d'un certain Kabound qui a suivi ou qui a parlé de la conférence nationale. Donc je dis, quand on prend en considération ces éléments, et quand je reviens au premier président de l'Assemblée nationale, en fermant la parenthèse que j'ai ouverte tout à l'heure, j'ai dit la déchéance de nos entités provinciales, de nos entités rurales,
remonte de 1960. Ok. Le processus de descente aux enfers. Donc, ce point de vue-là ne tient pas. J'ai dit, dans notre pays, nul autre ne l'a fait que la Conférence nationale souveraine, faire l'état des lieux. Et nous sommes arrivés au bout du parcours à la Conférence nationale avec 20 rapports. 20 rapports. Et nous avions comme président Monseigneur le président Moussengo Passigna. Et je vais ouvrir une parenthèse. J'ai écrit à l'époque, j'ai écrit une note. J'ai écrit une note où je faisais une critique objective de la direction de Monseigneur Moussengo à la conférence et de sa responsabilité et la responsabilité de l'Église catholique dans la mise en échec de la conférence nationale souveraine. Il faudrait que je retrouve ce document, peut-être que je puisse un peu le rendre public, que les gens le lisent. J'ai dit c'était à l'époque, comme on dirait en latin, in tempore non suspecto. On ne peut pas me dire quelque chose. Donc je dis aujourd'hui, d'abord à la conférence nationale, quand nous nous sommes réunis, je vais ouvrir un élément juste à titre indicatif, Et quand je le dis, je suis de bonne foi. Je suis vraiment de bonne foi. À la conférence nationale souveraine, telles que les choses se sont passées, nous avions concouru à la mise en place d'un élément constitutif de l'émergence, de l'instauration d'un appareil de l'État qui devait conduire la transition vers la mise en place de la nouvelle constitution dont le projet a été élaboré et ce qui devait suivre. Et à la conférence nationale, dans le cadre des institutions de la transition, nous avions le président Mobutu, nous avions comme premier ministre un certain Étienne Tshisekedi Amulumba, comme premier ministre, qui devait concourir à la mise en œuvre de cela. Et aujourd'hui, comme par hasard, je ne suis pas celui qui a concouru à faire en sorte que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soit président de la République, que ce soit lui qui, en lieu et place à l'époque du président Mobutu, soit, détenteur des prérogatives conférées par l'article 69 de la Constitution. Oui. Donc, j'ai dit, sur ce fait-là, on ne va pas me le reprocher. Mais aujourd'hui, celui qui est détenteur de cela, il s'appelle Tshisekedi. Donc, j'ai dit, à ce niveau-là, je n'ai pas de suspicion. Personne ne pourra émettre des considérations du type suspicieuse par rapport à moi. Mais ce que je retiens, je dis, la fameuse constitution que certains essayent de défendre aujourd'hui, c'est la constitution qui a été faite par des gens avec qui j'ai vécu à Goma. J'ai dit la fois passée, j'étais voisin de chambre avec, comment il s'appelle le sénateur là, comment il s'appelle, son nom m'échappe là. Tu vois, j'étais voisin de chambre de ce monsieur, le Rwandais de l'AFDL. J'ai dit, ce sont eux qui ont fait la constitution, à Canada. À l'époque, celui que vous appelez Joseph Kabila s'appelait le commandant Hippolyte. Et c'est alors que nous avons appris que c'était un Rwandais. J'ai dit à Goma, nous sommes en 1996. Il était Rwandais à Goma. Le commandant Hippo. Donc, plus tard, il devient président au Congo. Donc, cette constitution a permis à un étranger, pas d'emprunt, mais à un étranger de sang, de prendre la direction, de conduire la destinée de la mère patrie République démocratique du Congo. Okay. Sur base de la constitution dont on parle aujourd'hui. De sorte que l'approche coup d'État qui devait être consacrée par les détenteurs de l'article 69 de la Constitution devait amener la mère patrie République démocratique du Congo, ses hommes, ses femmes et ses enfants, à pouvoir faire le procès de la constitution génocidaire avec ses 20 millions de morts, avec plus de 100 millions d'hommes, femmes et enfants qui aujourd'hui sont déshumanisés, qui mènent un train de vie inférieur à celui des animaux de jardins zoologiques
de pays développés, j'ai dit le problème est sérieux. J'ai dit le problème est sérieux, très sérieux. Et nous qui sommes les tenants du projet de société de la conférence nationale souveraine, il y en a bien sûr qui ont trahi avec la troisième voie, qui avaient déjà trahi dans la salle de la conférence nationale. Je peux vous présenter leur liste, je peux même les citer. Oui. Il y en a qui ont trahi plus tard, qui sont en train de trahir aujourd'hui. Et j'ai dit, quand nous émettons nos avis et considérations, comme je suis en train de le faire en cet instant, Oui. j'ai dit, j'invite instamment le président de la République, chef de l'État, tout comme l'a indiqué les jurisprudences du président Mobutu, tout comme l'a indiqué les jurisprudences, même, je dis, du génocidaire Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, qui a changé plus d'une fois la Constitution, juste par, un acte d'état d'esprit, génocidaire, je voulais dire criminogène. Non, j'ai dit, en tout cas, personnellement, le président de la République devrait ne plus se faire beaucoup de scrupules et que nous puissions nous prononcer les uns les autres comme nous pouvons nous prononcer pour que puisse être proclamé le coup d'État portant éradication de la conférence nationale et peut-être même mise en place d'une disposition d'essence constitutionnelle en attendant que l'on puisse évoluer et conclure la mise en place d'une nouvelle constitution. Et j'ai dit, il y a énormément de préalables qui devaient accompagner cela, notamment... Là, vous faites allusion à mettre la constitution entre parenthèses. Là, c'est la proclamation d'une transition. Techniquement, ça sera faire tomber à l'ordre institutionnel. Je veux dire, la République va tomber pour créer une nouvelle. Si transition devait y avoir, aurait dû avoir lieu après la transition qui a consacré le départ du président Mobutu. Moi, je l'ai dit ici la fois passée, en faisant un témoignage, je dis bien, je faisais un témoignage sur des situations que j'ai vécues, qui acteur. C'est pas que nous avons dit solo, et puis nous avons dit solo. Non, j'étais là. Moi, je suis installé à Kampala. Je suis installé à Kampala en fin de l'année 1994, venant de l'Angola, venant de la Tanzanie. Nous étions sur le terrain, nous avons combattu sur le terrain. Nous avions été ceux qui auraient dû conduire, sous le commandement du général André Kissasa Ngandu, l'action armée qui devait concourir à restaurer le projet de société de la conférence nationale. Mais je vous dis, et je donne mon point de vue, s'il y a voulu, un dialogue national, je vais le répéter, je vais le confirmer, je vais citer des témoins qui sont encore en vie. Le vieux Laurent Désiré Kabila, le Moukouba, nous a trahis. Nous a trahis. La première trahison, c'était sa complicité dans l'assassinat de Kissasa Ngandu, qui était le vrai maître. Il était là 5 ans avant. Le vrai maître du processus qui a abouti au déclenchement des opérations armées qui ont été déclenchées à l'est du pays, à Goma, pour essayer d'évoluer vers l'instauration, vers la réhabilitation du processus de la conférence nationale. Il a été trahi par Laurent Désiré Kabila. En intelligence avec Paul Kagame, ils ont tué ensemble André Kissasa Ngandu. André Kissasa Ngandu, l'homme, le héros national, c'était lui. Le héros national, Laurent Désiré Kabila n'avait même pas un soldat. Je dis bien, il n'avait pas un... J'entends parfois ces enfants qui parlent dans les médias. J'ai dit, il n'avait même pas un soldat. Il n'avait même pas un revolver. Certes, c'était un ancien lumumbiste de l'époque de Patrice Lumumba qui a combattu. Et si vous cherchez les mémoires de Che Guevara, l'année où nous étions nulle part, c'était les titres, et vous allez voir ce que Che Guevara dit au sujet de Laurent Désiré Kabila. Oui. On est en train de fausser l'histoire. Alors, quand ils arrivent à Kinshasa, Laurent Désiré Kabila se sépare de Kagame, mais il ne prend pas certaines précautions qui devaient être prises pour pouvoir conduire le processus qui devait déboucher. Il n'était pas tenant du processus de la conférence nationale, mais qui se préparait
à concourir à réhabiliter le processus de la conférence nationale, parce que nous avons conféré cela avec lui. Oui. Donc, je dis aujourd'hui, se départir de cette fameuse constitution est vraiment le préalable absolu, si nous voulons réussir. Et vous allez voir que les gens sont terrorisés à l'idée de changer la constitution parce qu'ils savent que si nous changeons de constitution, Oui. si nous rejetons la constitution génocidaire, eh bien, ce sont les génocidaires qui vont prendre le pouvoir. En même temps, les kleptomanes, les extrémistes kleptomanes, c'est-à-dire les extrémistes voleurs, et c'est fini pour le Congo. C'est fini pour le Congo. C'est fini pour le Congo. Donc, j'ai dit, le président de la République, détenteur des prérogatives de l'article 69 de la Constitution, il doit faire comme Mobutu a fait. Mobutu n'était pas d'accord, le président Mobutu n'était pas d'accord avec la conférence nationale, mais il a signé. Il a accompagné le processus. Il a accompagné et tous les Mobutistes ont accompagné le processus. Et si vous avez le temps, nous prendrons le temps d'intervenir de temps en temps pour en parler. Et s'il y a même un débat sur téléphone, on en parlera, on apportera les éclairages. J'ai dit aujourd'hui, le président de la République aujourd'hui, détenteur des prérogatives de l'article 69, doit absolument faire un coup d'État, proclamer un coup d'État et déclencher le processus. J'ai dit et je vous remercie. Donc, ça vaut la peine, selon vous, par le modèle que vous avez proposé ici. Parlons un peu de la pression internationale, la voie diplomatique, les pays à prise. Il y a plusieurs forums qui ont lieu pour chercher la paix en RDC. Vous pensez que cette fois, c'est la bonne? Avec la nomination de James Swan, un Américain, à la tête de la MONUSCO, on voit déjà la vitesse avec laquelle il est en train d'œuvrer, de se déployer pour chercher au moins à esquiller la paix. Est-ce que vous pensez que la paix sera là? Parce que vous avez vécu au moins la préparation de l'AFDEL. Vous avez été avec les acteurs à la formation à la base. Est-ce que cette ambiance ici est-elle vraiment apocalyptique dans le sens où la rébellion est en train de nous tourner les dos? Ou c'est quelque chose que nous devons nous battre pour aller autrement? Je sais pas moi. Vous savez, dans certains de mes écrits, j'ai dit que les Nations Unies étaient partie prenante au génocide rwandais. Ils étaient avec les Rwandais quand le génocide se perpétrait. 20 millions de morts, les Nations Unies. Un secrétaire général des Nations Unies a dit qu'ils étaient incapables de combattre Paul Kagame et ses milices génocidaires. Un secrétaire général des Nations Unies a fait cet aveu-là. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave que les Nations Unies soient restées au Congo pendant 30 ans. Quand je dis les Nations Unies, c'est-à-dire que l'univers, le monde entier, réuni au sein des Nations Unies, a été incapable de pouvoir tenir en échec Paul Kagame et ses milices terroristes et génocidaires. Donc, quelque part, d'une manière ou d'une autre, les Nations Unies auront été complices de ces génocides. Moi, personnellement, je ne pense absolument pas, à moins qu'il y ait des sérieux gages d'amendement de la part des Nations Unies, je ne pense pas que les Nations Unies peuvent changer la situation au Congo. Mais les États-Unis ont pris ça comme point focal. C'est ça le problème, parce que on parlait plus de Washington, on parlait de Doha avec les rebelles. Maintenant ici, l'impression qu'on a est que on est en train de tout tendre maintenant vers les Nations Unies comme l'exécutant, parce que il y a la résolution 2773, la résolution 2809, qui effectivement demande aux Rwandais de se retirer sans condition, demande un cessez-le-feu permanent, tout comme le processus de Doha entre le gouvernement et les rebelles. Le fait qu'on prenne maintenant la MONUSCO comme point focal. C'est ça l'inquiétude de ma question. Vous ne pensez pas que l'ombre de Washington va peser pour que les choses aillent autrement, ou que ce soit un plan, je dis, seul des Nations Unies? Non, ça c'est les États-Unis, en quelque sorte, qui utilisent la MONUSCO, une partie des Nations Unies, comme bras d'exécution. Vous pensez que ça va marcher? Que la main américaine soit dessus, l'ombre, je ne sais pas. Mon cher Blaise, mon cher frère, mon cher compagnon de lutte, mon cher ami, nous avons connu à l'époque ce qu'on avait appelé la guerre du Vietnam. Les Américains ne sont pas allés demander aux Nations Unies d'aller terminer la guerre du Vietnam. Ils sont allés au Vietnam. Ils ont réglé l'affaire.
Et au Vietnam, quand on a résolu le problème du Vietnam, il n'y avait pas 20 millions de morts. Il n'y avait pas 20 millions de morts au Vietnam. En 1939-1945, quand le monde entier, sous la bannière des États-Unis, venant à cela l'Union soviétique, ont volé au secours des Européens pour tenir en échec la guerre mondiale, les États-Unis et la Russie se sont mis avec d'autres sur le terrain. Et quand j'ai dit tout à l'heure, le secrétaire général des Nations Unies, s'il vous plaît, dit qu'ils sont incapables de combattre les ministres terroristes génocidaires Tutsi Rwandais de Paul Kagame, vraiment, vous me permettez que moi, je ne veux pas apporter encore d'autres éléments de détail, la disponibilité des Nations Unies comme Nations Unies à combattre pour venir au secours de la mère patrie République démocratique du Congo et son peuple, j'ai dit, il y a un doute à mettre à cela, parce qu'on ne serait pas arrivé à 20 millions. Et aujourd'hui, chaque jour qui passe, je dis bien chaque jour qui passe, nous comptons des morts à l'Est, nous comptons des morts à Kinshasa, parce que les morts de Kinshasa, les morts de Lubumbashi, les morts de Kananga, les morts de Mbujimaï, les morts de Matadi, les morts de Mbandaka, les morts de Goma, les morts en Ituri, à Isiro et ailleurs, sont des morts qu'il faut mettre dans le compte de Paul Kagame, parce que la désarticulation du vécu national congolais trouve sa cause principale dans cela. Donc, on doit un peu arrêter de dire à l'Est, à l'Est, à l'Est. Certes, le paroxysme, le plus haut niveau de ce désastre humanitaire est en train de s'extérioriser à l'Est, mais toute l'étendue de la République démocratique du Congo vit cela. Moi, j'ai un génocide à Matimanimba. Personne n'en parle. Mes entreprises à Masimanimba, pendant 38 ans, ont été saisies. Les entreprises, les activités fermées. Les travailleurs ont 36 ans d'absence de salaire. Ils ne peuvent pas se faire soigner. J'ai plus de 50 000 morts là-bas. Plus de 50 000 morts. J'ai dit l'impossibilité dans laquelle je me trouve pour concourir à arrêter le génocide de Huileri et plantation du Kwilu à Matimanimba, c'est aussi là-bas. Donc j'ai dit, quand nous parlons, nous devons arrêter avec l'hypocrisie. Nous sommes un peu hypocrites. Donc, si on doit s'en remettre aux Nations Unies, les Nations Unies ne doivent pas venir simplement dire, voilà, on va arrêter qu'il n'y ait plus de coups de balle. C'est comme ça que j'ai dit, le 4 janvier, le 4 ou le 7 janvier 1904, le Sénat américain a adopté à l'unanimité, républicains et démocrates réunis, ils ont adopté à l'unanimité ce qu'on a appelé la résolution Cabot Lodge. Malheureusement, on a caché cela aux Congolais. Dans l'histoire du Congo, on ne nous a pas parlé de cela. Et cela nous a plongé dans une ignorance tout à fait sans pareil par rapport à la connaissance de notre vie. La résolution Cabot Lodge, c'est ça qui a permis... Elle consiste en quoi la résolution Cabot Lodge? Elle consiste en quoi, effectivement? Je reviens à cela, je vais d'abord terminer ce que je disais. Oui. La résolution Cabot Lodge a permis le Congo de s'installer dans un processus et je pense même c'est le seul cas au monde vécu comme ça, qu'en un demi-siècle simplement, que nous au Congo, nous partions des conditions de vie, des modalités de vie qui étaient ceux de l'époque de dénuement précolonial, à un état de vie qui, le 30 juin 1960, ressemblait à celui des Canadiens, qui aujourd'hui sont parmi les 10 premiers. Nous aurions pu naître, nous aujourd'hui au Congo, parmi les 10 premiers. Moi, je suis un opérateur Yamafuta Mbila. Si vous pouvez aller sur Google, si vous pouvez vous renseigner, des pays comme l'Indonésie, les pays comme la Malaisie, qui le 30 1960 étaient de loin plus bas que le Congo, sont aujourd'hui parmi les 20 pays les plus développés au monde, parce que les fabricants de Mafuta Mbila au Congo sont partis fabriquer les Mafuta Mbila en Indonésie et dans le sud asiatique là-bas.
Alors, je reviens à la résolution de Cabot Lodge. La résolution de Cabot Lodge, quand nous disons que, comment dire, Kagame, c'est Léopold II. Kagame, c'est Léopold II. L'histoire de notre mère patrie, République démocratique du Congo, telle qu'il nous a été racontée, ne nous a pas dit que ceux qui ont contribué à nous sauver, c'était l'église presbytérienne américaine. On ne nous a jamais dit ça. Et comme je l'ai dit, il y en a qui vont dire, mais maintenant, na radio. Non. Les premiers qui ont fait le processus de sauvetage de la mère patrie, de la nation République démocratique du Congo, c'est l'église, 2 pasteurs de l'église presbytérienne qui se sont basés au Kasaï. Quand ils sont venus au Congo, vraiment, ceux qui croient en Dieu le diront comme ça, c'est-à-dire une illumination, ils sont venus au Congo. Ils sont venus au Congo, l'un d'entre eux avait amené un appareil photo Kodak. Et ils ont vu ce que les Belges faisaient au Congo. Comment ils massacraient les Congolais. Comment ils coupaient les mains des Congolais. Comme Kagame est en train de le faire aujourd'hui. Comme Kagame. Ce n'est pas pour rien que l'ancien premier ministre belge, Louis Michel, a installé comme président de la République au Congo Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Parce que c'est Louis Michel qui a installé Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, pour ceux qui l'ignorent, le Rwandais. Donc, j'ai dit en 1904, un pasteur, Henri, son nom va venir, le pasteur Henri, qui est venu au Congo, a fait des photos, a ramené aux États-Unis. Il a montré ça au président américain Theodore Roosevelt. Parce que le président Theodore Roosevelt était aussi membre de l'église presbytérienne. Et dans le circuit de l'église, on a dit, un de nos pasteurs noirs est parti, c'était à 2, un pasteur noir et un pasteur blanc. Et le pasteur blanc est mort 2 ans après, il est mort très rapidement. Le noir est resté, il est revenu aux États-Unis, il a amené les informations. Ce sont la masse d'informations qu'il a amenées qui ont secoué les milieux religieux américains, et le président a demandé au chef de la majorité, républicaine au Sénat américain, de faire une étude de la situation au Congo en 1904. Et au bout du parcours, le Sénat américain a adopté une résolution. Allez dans Google, et vous allez voir toute la suite. Et c'est comme ça que les Américains ont décidé de chasser le roi Léopold II du Congo. On vous dit, ah non, ba Belge, ba Lobi, nani, ba pesa sikoyo, Congo na ba Belge. Non, ce sont les Américains qui ont décidé qu'on chasse le roi Léopold II. Et malheureusement, la seule erreur qu'ils ont fait, c'était de dire qu'on puisse céder la Belgique comme colonie du Congo. Oui, les gars, la Belgique. De la Belgique plutôt, en 1904. Et en 1908, le processus dont on avait confié la gestion entre les mains du président américain, comme aujourd'hui on parle plus du président, Trump, mais à l'époque c'était le président Theodore Roosevelt. Il a accompagné le processus avec les Américains, on a arraché le Congo au roi Léopold II et on l'a confié à l'État belge. Donc l'État belge traitait le Congo comme un peu son ligablo. C'était un peu comme son ligablo. Il prenait le bois, il prenait le caoutchouc. À l'époque, c'était la révolution automobile. Le caoutchouc marchait très fort. Et à l'époque, on finançait l'économie du Congo avec le caoutchouc de l'Équateur. Comme aujourd'hui, on dit on va prendre l'argent au Katanga. Mais à l'époque, tout était fait avec l'argent de l'Équateur. C'est comme ça, parfois, on dit, j'ai été très ami avec, avec un des fils Tchombe. J'ai été en Algérie voir là où Tchombe est mort. J'ai vu le président du croissant de la Croix-Rouge, où Tchombe était prisonnier. J'ai appris comment il est mort. Donc, je dis ces choses-là très à l'aise, très à l'aise. Donc, je dis, en 1904-1908, le Congo vit principalement du revenu du caoutchouc qui est relancé dans le Kasaï, qui est lancé très fort dans l'Équateur, dans le lac Maïdombe et dans un certain nombre de régions là-bas. Et les Belges vendent ce caoutchouc aux Américains, ils payent les travailleurs congolais, mais il n'y a pas un franc, il n'y a pas un dollar qui rentre dans le patrimoine économique congolais. C'est comme ça que, en 1960, Lumumba dit non, tout cet argent
du portefeuille congolais, c'est l'argent des Congolais, il faut le donner pour financer l'émergence, la consolidation du processus de l'émergence démocratique de l'indépendance du Congo. Oui. Et c'est ça qu'on tue Lumumba. Et alors je reviens, la résolution Cambodge Lodge a servi jusqu'à l'indépendance, mais à l'indépendance, Lumumba est dans l'impossibilité de régler, enfin quand je dis Lumumba, c'est-à-dire la majorité parlementaire qui a été mise, la majorité, ou même carrément la communauté de, comment dire, de nos pères, du leadership politique congolais qui ont été à la table ronde, ont eu énormément de difficultés pour pouvoir régler la passation des acquis de la résolution Cambodge Lodge au nouveau pouvoir politique congolais émergent. Donc, américain Bakali Robinet. Donc, Mbongo Oesalaki que de 1964 à 1900, comment dire, à 1960, Congo Ezoa et sort au développement Oezoa qui Mbongo Ikangami. C'est comme ça quand moi j'ai dit ici, moi je vous dis vraiment, je le dis sincèrement, président de la République, Olim Tangaï, c'est-à-dire que moi j'étais contre Félix. C'était mon secrétaire général à l'UDPS, j'étais représentant de l'UDPS aux États-Unis. J'ai dit j'étais contre la logique qui était mise en œuvre à l'époque. J'étais vraiment contre cela. J'ai changé quand? J'ai changé quand le jour où, étant aux États-Unis d'Amérique, j'ai suivi, la conférence du président où il disait ceci. Je viens au pouvoir pour, comment il avait dit ça? Pour déboulonner le système. Déboulonner le système. Ok, déboulonner le système, ok. Je viens au pouvoir pour déboulonner le système. Je me rappelle, oui. Et pour réussir à déboulonner le système, nous devons travailler avec les Américains. Si nous ne travaillons pas avec les Américains, nous ne réussirons pas. Mais c'est grave. Je dis, pour les Américains, ce n'est pas des anges. Hein. Ce n'est pas des enfants de cœur, ce n'est pas des anges. Mais à tout prendre, j'ai suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai suivi le plan Marshall, comment ils ont relancé l'Europe. J'ai suivi la Chine. Si la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, mes amis, faisons un effort pour nous renseigner, c'est à cause des États-Unis. Quand le président Richard Nixon est parti, comment dire, en Chine, rencontrer Mao Tse-tung, oui. Le président Mao Tse-tung a émis un seul vœu auprès du président Nixon. Il dit, aidez-nous à pouvoir reconstruire la Chine après des destructions extrêmement graves opérées dans le cadre de la révolution culturelle, c'est-à-dire la révolution communisante qui a fait de la Chine le pays communiste qu'il a été, mais c'est une révolution qui a occasionné des destructions extraordinaires. Quand le président Nixon est rentré, aux États-Unis, et comme d'habitude, le rapport a été fait, Nixon est tombé dans l'affaire du Watergate, eh bien, il a été, déboulonné, eh bien, il a été chassé du pouvoir, et dans l'entretemps, les accords qui avaient été signés, comme moi j'ai signé des accords avec le président Mobutu, conduit par le premier ministre, Kengo Adondo, j'ai signé avec l'État congolais pour qu'aujourd'hui les entreprises des huileries et plantations du Kwilu à Massimani m'appartiennent. Mais un juge corrompu est venu un jour, il a saisi mes biens. Mes biens ont été saisis pendant 38 ans. J'ai fait faillite, j'ai galéré, je continue de galérer. Mais j'ai signé avec l'État congolais. Aujourd'hui, je peux aller auprès de la justice américaine, porter l'affaire. Mais je reviens à Mao Tse-tung. Quand Mao Tse-tung avait signé avec le président, Nixon, oui. Même quand Nixon a quitté le pouvoir, Chu Enlai et les autres qui ont remplacé, Mao Tse-tung sont venus aux États-Unis. Et ils ont repris des affaires là où Mao Tse-tung les avait laissées. Et il y a eu un flux financier extraordinaire. C'est-à-dire que Mbongo Oyo américain batinda na Chine. Vraiment, malheureusement, nous devons faire l'effort d'apprendre ces choses-là pour mieux connaître. Ce que fait que nous place sur la bonne trajectoire. Oui. Donc je dis, c'est comme ça que même la diaspora chinoise, Bazalaka est belée,
la diaspora chinoise qui avait été créée, une puissance gigantesque qui avait été créée du fait du communisme, bakimi communisme, baye na États-Unis, bakimi communisme. Donc, par restaurant chinois des États-Unis, il y en avait partout. Mais quand on a consolidé les accords signés, par la Chine sous la conduite de Mao et par le président, Nixon, le américain a commencé. La diaspora chinoise va négocier un crédit à Congo. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on voit des gens qui volent Chine, oui. qui viennent acheter des maisons. Mais là, les États-Unis, la Chine, mais pas quand on a Chine, comme les États-Unis. Pas vice-versa. Donc, c'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui, près d'un siècle après, la Chine a atteint le niveau qu'il a fait parce que sa diaspora aux États-Unis avait mis à profit les accords signés par le président Mao Tse-tung et, le président Richard Nixon. Et l'esprit de la résolution Cabot Lodge et comment cet esprit qui a prévalu en Europe après la Deuxième Guerre mondiale avec le plan Marshall, j'ai dit comme état d'esprit, comme logique, et qui a fait que l'Europe a connu une expansion tout à fait fabuleuse. Mais la manière dont l'Europe s'est gérée après l'indépendance au Congo, au lieu d'aider l'Afrique, la Belgique, au lieu d'aider le Congo à se développer de manière à ce que le Congo puisse demeurer un marché avec la Belgique, avec laquelle la Belgique va devoir consolider son développement, poursuivre sa logique, la Belgique, les politiciens, les hommes économiques belges ont volé au Congo, ont installé au Congo des pouvoirs mafieux, de sorte que le Congo est tombé aux enfers, de sorte que la Belgique n'a plus... Parmi les 2 plus grandes banques du monde, parmi les 10 plus grandes banques du monde, il y avait 2 banques belges. La banque Bruxelles-Lambert et la Société Générale de Banque. Un pays pauvre comme la Belgique. Mais ils avaient les deux parmi les 10 plus grandes banques du monde. Parce que ils centralisaient chez eux la gestion de l'économie du Congo. Voilà. La gestion des richesses congolaises. C'est comme aujourd'hui, quand parfois on parle de la guerre de l'Iran, on s'est dit, il y a des gens qui veulent prendre le contrôle de l'économie de l'Iran, comme ça, gestion. Et quand tu vois les Iraniens, ils veulent saboter l'économie américaine, parce que tout le pétrole qu'ils ont, et c'était pas le pétrole, c'était le cobalt, le cuivre, l'or, c'était plein de choses. On avait dit aux cités, on va rester ici jusque demain matin. Voilà. Le plan Cabot, plutôt la résolution Cabot Lodge, à tout ce que j'ai dit de manière un peu pêle-mêle, là, et c'est ce que j'ai dit. Quand moi j'ai entendu le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dire, en tout cas, je suis là pour déboulonner, Banda Jourouana, je ne l'ai plus jamais critiqué. Ok. De temps en temps, en Europe, je demande aux gens autour de lui, est-ce que vous ne pouvez pas lui demander parce que je veux vraiment parler avec lui. Ah, appelle-moi tout à l'heure, appelle-moi. Et puis, je le dis ici pour que ceux qui peuvent lui dire, lui disent. Ça va calmer. On va l'arrêter à Houston, on va arrêter parce qu'il y aura un fan zone. Ce sera public. Il y aura des kermesses, il y aura un fan zone. Ce sera public. Le président sera là. L'ambassadrice sera là. Donc, tout le monde, tous les pays sera à Houston. Jacques m'attend. Moi, personnellement, je ferai la publicité. Nous serons là à Houston, non? Le président, c'est un peu de moi et Bababo me a sauté. Donc, on va vous faire une icône. Il n'y a pas de problème. Une des meilleures choses qu'il a fait, oui, c'est déboulonner le système comme il est venu au pouvoir pour déboulonner. Moi, j'étais sûr qu'il était venu pour autre chose. Et je l'ai attaqué. Bon, c'est vraiment Bolimbisanga, je le dis sincèrement. Je n'ai pas attaqué lui comme individu, mais j'ai attaqué des éléments qui pouvaient le fragiliser. Je n'ai pas réussi à le fragiliser. Voilà. Il est là. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, il est détenteur des prérogatives qu'avait le président. J'ai combattu le président Mobutu. C'est-à-dire que les jeunes qui sont nés maintenant, bah, ils bien voté. Ah, Tipwana. Mais je suis allé voir Mobutu pour lui dire, Mobutu, tu as tué mon père. En tout cas, il faut la récupérer. On a discuté, Franco m'a introduit, on a discuté, on nous a restitué. Donc, vous allez corrompre la justice, on a saisi mes biens. 38 ans. J'en ai pour des centaines de millions de dommages et intérêts. Je le dis.
Mais je dis, quand je prends en compte tous ces éléments de la question, j'ai dit, les Lopotobi qui sont Congo, il faut tout changer constitution. Il n'est même pas question d'attendre 1 mois, même pas 2 mois. Le président doit se prononcer maintenant, comme le président Mobutu s'est prononcé illico presto pour la conférence nationale, ou avec la conduite de nos Bakulutu, notamment le fondateur, comment dire, d'IAO, Papa Étienne Tshisekedi, nous avons la commission constitutionnelle a élaboré un projet de constitution. Tout ça est parti de la volonté du président Mobutu. Et aujourd'hui, à sa place, en ses lieux et places, il y a celui qu'on appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire qu'il n'a pas à attendre, même pas une semaine. Il faut qu'il fasse la déclaration portant début du processus du changement de la Constitution et qu'on puisse évoluer. Mais ça dit que je vois, on va changer de constitution. Un tel a dit ceci. Qu'est-ce que, je ne sais plus comment il s'appelle le garçon de Lubumbashi là ou de Kananga. Celui dont vous m'avez parlé, son nom m'a échappé là. Kabound. Kabound était où quand le président Mobutu a lancé le message mettant en œuvre ses prérogatives constitutionnelles? Kabound était où? Il a dit quoi? Alors, pourquoi il peut le dire avec le président Tshisekedi, il ne l'avait pas dit avec Mobutu? Non, ça dit qu'il faut arrêter. Quand on me parle par exemple de Fayoulou a dit on ne change pas la Constitution. Quand Mobutu a dit changeons la Constitution, Fayoulou avait dit quoi? Non, il faut qu'on arrête un peu ces blagues-là. Et j'ai dit, nous devons amener le message au peuple. Nous devons expliquer au peuple congolais comment les choses ont évolué. Il faut qu'on explique au peuple la mise en échec des résolutions, plutôt des résolutions Cambodge, c'est ça qui est la cause principale de la rupture du cordon ombilical que nous avions au niveau économique, au niveau médical, au niveau social, avec les États-Unis, comme la Chine a eu et qui a permis d'évoluer. Et comme je dis, le 30 juin 1960, les niveaux de vie, les conditions de vie du Congolais est égal à celui des Canadiens en 1960, le 30 juin 1960. Je ne sais pas s'il y a un éclairage particulier vous voulez par rapport à ça. Ou non, c'est clair, Jacques Matanda, vous avez été un peu plus lucide. Nous sommes presque à 1 heure d'antenne. En tout cas, merci d'avoir participé à cette opportunité d'éclairer les Congolais dans ces 3 sujets que nous avions dans le débat. C'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Mais je ferai une demande. Allez-y, Jacques, on vous écoute. Je ferai que pour les martyrs des entreprises de huileries et plantations du Kwilu, dans le Kwilu, à Massimanimba, que vous m'accordiez une émission, que je puisse faire un témoignage par rapport à la justice malade qui a saisi le patrimoine économique des huileries et plantations du Kwilu. Et je vous donnerai la citation de Maître Kamanda, qui était mon avocat, qui dit à la Cour suprême, les huileries et plantations du Kwilu, ça c'était en 1990, il disait les huileries et plantations du Kwilu faisaient vivre plus de 100 000 personnes. Je faisais vivre mon père d'abord faisait vivre plus de même. Quand je suis venu, il y avait déjà la faillite qui avait commencé. Et un beau jour, un juge décide de saisir les biens, d'arrêter les entreprises. J'ai plus de 50 000 morts. Ils sont tous là à Massimanimba. Et j'ai dit, on parle du génocide de Kagame. J'ai un génocide sur le dos. Je vais témoigner et je vais demander à la République de penser aux victimes du génocide de Massimanimba, aux HPK Wilmat. J'ai dit et je vous remercie. Merci bien, Jacques Matanda Mamboyo. Les amis, là, c'était Jacques Matanda Mamboyo, un combattant avec qui nous sommes entretenus, un combattant de longue date, avec qui, n'est-ce pas, les jeunes tigres de l'Union Sacrée, que tout le monde a connu, ça, c'est la génération qui faisait de la politique alors que nous étions des gamins. On les voyait activement en politique avec les autres. On a des bons souvenirs de Jacques Matanda Mamboyo, jeune tigre de l'Union Sacrée. Les amis, c'était avec joie et plaisir pour ce mag entretien avec Jacques Matanda Mamboyo. Nous allons nous revoir pour d'autres informations. Au revoir, à plus.